n'avez pas pu passer à côté en ce mois de février 2022, puisque Samsung vient tout juste de révéler les nouveaux S22, et si dans cette gamme il y en a un qui fait bien du bruit, c'est bien le Galaxy S22 Ultra. Pourquoi? Eh bien tout simplement grâce à un tout petit détail, un stylet. Et ce stylet est bien évidemment l'élément qui distinguait la gamme des Galaxy S et des Galaxy Note, mais la gamme des Galaxy Note a disparu maintenant il y a 2 ans, mais maintenant ce stylet réapparaît sur la gamme des Galaxy S. Et à côté de ce stylet, c'est vrai que ce Samsung Galaxy S22 Ultra est vraiment le téléphone de tous les superlatifs, déjà au niveau de ses caractéristiques, mais aussi et surtout de par son prix, puisque proposé à 1 259 €, il se fait plus cher que la plupart des iPhones. Et quand on voit au niveau de la fiche technique le peu d'évolution qu'il y a eu par rapport au S21 Ultra, eh ben on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que ce S22 Ultra vaut le coup? Et pour commencer, j'ai envie de faire un petit point sur l'unboxing. Toujours un point marquant quand on change rarement son téléphone, c'est un peu le moment de la rencontre, le moment de cristalliser son a priori. Et depuis 1 an chez Samsung, on va au plus simple. Une boîte super fine, le téléphone dedans et un câble USB-C. Pas de bloc chargeur, pas d'écouteurs et pas de coque, bref, Samsung va à l'essentiel et je trouve ça un peu dommage vu le prix auquel est proposé ce téléphone. Au niveau du design, eh bien on va pas se mentir, c'est un Note. Là-dessus, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Et qui dit Note dit forcément que ce téléphone est grand. Très très grand. Trop grand? Bah ça dépend pour qui, mais moi je trouve pas. Je passe d'un Pixel 6 Pro avec une dalle de 6,7 pouces à du 6,8 pouces, et la différence est à mon sens assez négligeable. Mais plus que la grandeur, c'est surtout la largeur du téléphone qu'il faut apprivoiser. Là pour le coup c'est vrai que c'est très large, donc si vous avez de petites mains, il faudra utiliser vos 2 mains. Et même moi, par exemple, je dois régulièrement prendre mes 2 mains pour pouvoir taper tranquillement du texte. Le téléphone est aussi particulièrement lourd, moins qu'un iPhone 13 Pro Max, mais quand même, et personnellement c'est un point qui ne me dérange pas, car ça donne vraiment une impression de solidité. Et bien évidemment, cette taille et ce poids assez élevé rendent ce Galaxy S22 Ultra assez incompatible avec des sports au poids du corps ou assez nerveux. Si vous ne pouvez pas poser votre téléphone et que vous devez avoir votre téléphone sur vous, je pense notamment à de la marche ou encore à de la course à pied, eh bien vraiment ça va être chiant avec ce téléphone, même je l'imagine même pas en fait, dans un brassard ça va vraiment être trop lourd, faire vraiment un poids un peu trop important. Mais par contre, si vous devez l'utiliser pour des sports où vous pouvez poser le téléphone, je pense notamment à du cyclisme, etc., où vous pouvez vraiment poser le téléphone sur le guidon, là-dessus, bah évidemment, il n'y aura pas de problème. Pas de souci non plus dans une utilisation urbaine. Personnellement, dans mes poches, ça passe à peu près sans souci, même si, bah, comme vous pouvez le voir sur la poche arrière, eh ben, ça dépasse un peu, mais bon, pour du sport, on oublie. Au niveau de la solidité, ici Samsung promet jusqu'à 12% de solidité supplémentaire grâce à un alliage d'aluminium amélioré et grâce à un Gorilla Glass Victus Plus. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, je sais pas, tout ce que je peux vous dire c'est que ce téléphone glisse énormément des mains, notamment grâce à ce verre dépoli à l'arrière, et je vous déconseille vraiment de tester cette solidité du téléphone. Protégez votre téléphone avec un film d'écran, avec une coque. À 1300 balles le téléphone, ça ferait vraiment chier d'avoir des griffes ou des impacts. Et justement au niveau des protections, j'ai réussi à trouver une coque assez sympathique avec un petit pied d'ajustement ainsi que des protections d'écran en film plastique qui vont vraiment bien épouser l'écran incurvé. Des protections homotones, alors les 2 marques n'ont pas sponsorisé la vidéo, c'est juste que je les ai achetées et ça marche plutôt bien. Sur ce téléphone, on retrouve également des tranches supérieures et inférieures qui sont plates. Le téléphone tient donc debout. Utile, non? Eh ben non. Par contre, le design beaucoup plus angulaire me faisait peur, comme avoir un angle assez net qui rentre dans la paume de la main, mais ça doit peut-être dépendre de comment vous tenez votre smartphone, mais perso, je me rends compte qu'avec le petit doigt en dessous qui sert de support, eh ben je rencontre pas ce problème. Et tout à l'heure, je vous parlais du dos en Gorilla Glass Victus, un dos qui est en verre poli. J'adore en fait cette finition en verre poli, ça évite d'attraper les empreintes digitales, et franchement ça renforce un petit peu ce côté premium. Malheureusement les tranches sont toujours en aluminium brillant, ça c'est un petit peu chiant, mais sinon vraiment cette finition au dos un petit peu satinée, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite sur ce téléphone, l'écran est juste magnifique. Un énorme écran de 6,8 pouces en définition WQHD+, un écran AMOLED et 120 Hz adaptatif. Techniquement, donc, cet écran peut monter jusqu'à du 120 Hz et descendre jusqu'à du 1 Hz, mais dans mes différents tests,
c'est pas ce que j'ai pu remarquer. Lorsqu'on touche un petit peu à l'écran et qu'on navigue dans le téléphone, effectivement là on est bien à du 120 Hz. Par contre, dès qu'on arrête de toucher à cet écran, l'écran ne baisse qu'à du 24 Hz et même dans des cas comme l'Always On Display où on pourrait vraiment descendre sur du 1 Hz, ici Samsung a fait le choix de continuer d'avoir un taux de rafraîchissement à 60 Hz et je trouve que ça fait un peu beaucoup et c'est dommage parce que 1 Hz, quand on ne touche pas particulièrement à l'écran mais qu'il est toujours allumé, ça permet d'économiser quand même pas mal de batterie et de l'économie de batterie, franchement ce S22 Ultra, il en aurait quand même pas mal besoin. Mais dans tous les cas, les couleurs sont superbes, la qualité perçue est dingue et la luminosité de 1700 nits crève le plafond. Là pour le coup, même regarder une vidéo en plein soleil ne pose vraiment aucun problème. Surtout, grâce à ces bords moins arrondis, on gagne en surface d'affichage et c'est vraiment génial. Assurément donc, l'écran de ce S22 Ultra est vraiment un de ses plus gros points positifs. Sous l'écran, on retrouve ici un capteur d'empreinte ultrasonique qui est plutôt bon. Le déverrouillage est efficace, même si je vous conseille d'enregistrer plusieurs fois le même doigt pour accroître la rapidité, parce que ça m'est quand même arrivé plusieurs fois d'avoir quelques bugs, c'est assez chiant. Et au niveau déverrouillage, on a aussi un déverrouillage facial qui pour le coup marche plutôt bien, même s'il est quand même moins précis que celui d'Apple. Pareil, sous l'écran, on retrouve aussi un moteur haptique, un moteur qui permet d'avoir un bon retour tactile dès que l'on appuie sur l'écran. Le retour est plus subtil que sur l'iPhone ou sur les derniers pixels, mais quand même, il y a quand même une vraie amélioration par rapport notamment au Galaxy S20 et au S21, notamment le Ultra. Ici, on est sur un moteur un petit peu plus fin, mais pour autant, on a quand même un petit peu de peps dans la perception. Et personnellement, j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'éléments dans l'interface qui bénéficient de ce nouveau moteur haptique. Et franchement, c'est un bon moteur haptique. En haut et en bas du téléphone, on retrouve des haut-parleurs stéréo qui sont puissants et étrangement homogènes. On entend un bel équilibre entre la droite et la gauche, là où la majorité des autres téléphones présentent un haut-parleur en bas beaucoup plus puissant. Malheureusement, je trouve qu'au niveau du son, et malgré la compatibilité Dolby Atmos, le son du S22 Ultra est un petit peu trop plat et manque de relief, de basse. Et à ce niveau-là, encore une fois, je vais faire beaucoup de comparaisons, mais c'est vrai que la gamme des Pixel ou encore les derniers iPhones font vraiment mieux en termes de relief et de basse. Maintenant, on va s'attaquer sur un élément un petit peu de discorde sur ces S22 Ultra, puisque comme chaque année, il y a une sorte de controverse pour savoir quelle puce Samsung a mis dans ses téléphones. Il y a quelques années, avec la sortie des Galaxy S20, il faut dire qu'en Europe, on avait hérité de la gamme des Exynos, les processeurs maison de Samsung. Et pour le coup, en 2020, les processeurs Exynos étaient vraiment mauvais, avec des performances vraiment en dessous de ce que proposait Snapdragon, et surtout une chauffe et une mauvaise autonomie. L'année dernière, avec la gamme des S21, Samsung avait quand même pas mal rattrapé le tir, notamment aussi grâce à Snapdragon qui avait sorti le Snapdragon 888, un processeur assez mal optimisé et qui chauffait beaucoup. Et on se trouvait donc avec l'Exynos 2100, qui pour le coup était plutôt correct. Et fin 2021, Samsung nous annonce un gros partenariat avec AMD, notamment pour la construction d'une puce graphique dans ses prochains téléphones, pour avoir notamment des performances graphiques assez élevées, avec l'intégration de technologies de pointe, notamment le ray tracing, des technologies que l'on retrouve tout juste sur les dernières consoles, et également sur PC. Et là, on est en février 2022, à la sortie de ces S22 Ultra, des téléphones qui sont donc pour l'Europe équipés des Exynos 2200, toujours les processeurs de Samsung, alors que maintenant la majorité du monde est équipée des Snapdragon de chez Qualcomm. Et pour beaucoup, comme chaque année, l'Europe est désavantagée puisque ce processeur ne serait pas optimisé et que le Snapdragon serait vraiment meilleur sur tous les points, et du coup, on va voir ça ensemble. Car oui, Léon dit c'est bien, mais je trouve que la pratique c'est toujours mieux, et petit disclaimer, je préfère vous prévenir que tous les tests réalisés sur ce téléphone ont été faits donc quelques jours avant la sortie du téléphone. Ce téléphone sort le 25 février 2022, le jour où sort cette vidéo. Donc il y aura probablement un patch Day One de ce téléphone, et si c'est le cas et que ça améliore ou que ça change quelque chose, vous inquiétez pas, je vous mettrai un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Pour voir les performances, on va d'abord s'intéresser aux performances brutes. C'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que c'est un bon moyen
de voir un petit peu où on met les pieds. Donc j'ai tout de suite lancé Geekbench et Antutu, et c'est vrai qu'on obtient des résultats quand même assez satisfaisants, au-dessus des Snapdragon 888 et de l'Exynos 2100 de l'année dernière, mais c'est vrai que eh bien, cet Exynos propose des performances en dessous du dernier Snapdragon 8 Gen 1, des performances en dessous d'environ 10%. Même constat sur 3D Mark, où l'écart semble même un petit peu plus important, et ça c'est plutôt embêtant puisque 3D Mark est plutôt penché justement performance graphique que juste purement processeur, donc ça voudrait dire que ce nouveau partenariat avec AMD n'est pas forcément fructueux. Car même si l'Exynos 2100 est bien plus performant que les téléphones de 2020 ou 2021, on est quand même bien loin derrière Apple et les Snapdragon Gen 1 de 2022. Pour autant, je ne pense pas que cet Exynos soit une mauvaise puce au niveau des performances. Samsung a ici décidé d'adopter une vision rationnelle de la chose pour proposer des performances satisfaisantes tout en maîtrisant la chauffe et la consommation de batterie. Et c'est une approche que je comprends totalement. J'étais le premier à dire l'année dernière que le Snapdragon 888 était vraiment une vraie plaie car pas optimisé. Ici Samsung a pris un petit peu à contre-pied cette conception, et pour le coup je peux pas trop leur en vouloir. Et pour preuve sur les benchmarks, là où le Snapdragon 8 Gen 1 bouffe 6,3 watts, l'Exynos n'en consomme que 4,4, une différence de consommation qui est loin d'être négligeable et qui explique certainement également la différence de performance. Dans les jeux, cet Exynos 2200 se révèle être très bon, et même si je ne joue pas à Genshin Impact, les 2-3 jeux que j'ai essayés se sont révélés très satisfaisants en termes de rendu au max, et surtout la température est restée maîtrisée. Par exemple, que ce soit sur PUBG ou sur Pokémon Unite, après 10 à 15 minutes de jeu, le téléphone chauffe, oui, mais jusqu'à 40 degrés environ, et c'est quand même très raisonnable, là où les Snapdragon ont plutôt tendance à aller flirter avec la barre des 50. Après, pour autant, cet Exynos, il est quand même loin d'être parfait. Déjà, le téléphone a tendance quand même à chauffer en prise de vidéo, et puis surtout, j'ai eu des crashs et de nombreux ralentissements dans l'interface, des petits problèmes que ne connaissent pas les possesseurs de Galaxy S22 Ultra avec un processeur Snapdragon. Il n'y a que nous, les Européens et encore les Africains, qui avons ce téléphone avec ce processeur, et on a ce genre de crash, et on a aussi de nombreux petits bugs graphiques, notamment quand on déverrouille l'empreinte, etc., etc., mais apparemment ça pourrait vraiment être corrigé via une mise à jour de Samsung, et Samsung a aussi déjà dit que ça serait corrigé. Au niveau du logiciel, on retrouve ici One UI 4.1, une surcouche logicielle que j'aime beaucoup, même si c'est vrai que venant d'un Pixel, maintenant, elle me paraît un petit peu fouillis parce que dans ce téléphone, on a énormément moyen de customiser l'interface à ses goûts, et ça c'est plutôt chouette. On peut pousser les choses encore plus loin en utilisant Goodlock, une application qu'on pourra retrouver sur le Samsung Store, et qui vous permet vraiment de tout changer au niveau du design sur votre S22, même par exemple l'indicateur du stylet. On retrouve aussi RAM+, qui permet de virtualiser de la RAM en prenant des gigas sur le stockage. Cette fonctionnalité est désormais réglable entre 2, 4, 6 et 8 gigas de RAM. Samsung a également introduit les Smart Widgets qui permettent de superposer des widgets, mais pour l'instant l'offre est assez limitée, et un peu à la manière des Pixel, on retrouve le support des différentes caméras dans différentes applications tierces, comme par exemple Instagram ou Snapchat, mais pas encore totalement sur Filmic Pro. Après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, mais vraiment la grosse nouveauté avec ce S22 Ultra, c'est l'arrivée du S Pen. Et personnellement, le S Pen, c'est sympathique pour gribouiller rapidement, prendre des notes, mais moi, il y a vraiment deux fonctionnalités pour lesquelles j'utilise ce stylet. Déjà, pour faire des captures d'écran rapidement et les annoter à la main, sans devoir passer par les systèmes de capture d'écran normal, etc., etc., c'est vite chiant. Mais surtout, j'utilise ce stylet comme une télécommande Bluetooth à distance pour pouvoir activer la caméra. On peut également, via des air gestures, régler quelle caméra on veut sélectionner, mais également le multiplicateur du zoom, et on peut lancer et arrêter la prise de photo ou de vidéo, et ça, à distance, quand on est tout seul, c'est plutôt pas mal. Et avant de parler des caméras de ce S22 Ultra, on va parler du point qui personnellement me chagrine le plus, l'autonomie. Et pourtant tout commençait bien parce que dans ce téléphone on a quand même une batterie de 5000 mAh, la même taille de batterie que l'année dernière sur le S21 Ultra, un téléphone qui tenait ultra bien la charge et qui est réputé, même encore aujourd'hui, comme un des meilleurs téléphones au niveau de l'autonomie. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, le processeur, l'écran, peut-être le positionnement du stylet, son rechargement, parce que le stylet est alimenté également.
Je sais pas trop, mais au début, j'allais vraiment être ultra salé dans mon test sur l'autonomie, et puis finalement, voilà, il y a quelques jours qui sont passés, mon utilisation s'est rationalisée et le téléphone a aussi appris un petit peu comment je fonctionnais, donc voilà, ça s'est un petit peu normalisé, mais l'autonomie n'est pas fameuse pour autant. Et pour vous prouver ça, je vais vous montrer 3 tests que j'ai réalisés sur 3 jours différents. Je vous mets à chaque fois les statistiques sur le côté pour que vous puissiez vous faire également une idée. Pour le jour 1, j'ai tout mis à fond avec l'écran en QHD+, et également le taux de rafraîchissement en 120 Hz adaptatif. Je me suis réveillé à 8 h avec une batterie à 100%, et j'ai laissé tourner le téléphone jusqu'à 16h20 où il ne me restait plus que 3% de batterie avec 5h30 d'écran allumé. Une autonomie donc qui est désastreuse, même pas 8 heures d'autonomie, c'est vraiment très très faible, surtout pour une batterie donc de 5000 mAh. Pour le jour 2, j'ai baissé la résolution sur du Full HD, mais j'ai laissé le taux de rafraîchissement à du 120 Hz adaptatif. Pareil, je me suis réveillé à 8 h avec une batterie à 100%, et là pour le coup, le téléphone s'est retrouvé à 15%, mais seulement à 18h20, avec là encore une batterie qui avait affiché 5h20 d'écran allumé. Et là c'est déjà un peu mieux, surtout au niveau de l'utilisation. J'ai filmé un petit peu en 4K, j'ai joué un petit peu sur le téléphone, sachant qu'une grosse partie de Pokémon Unite d'environ 10 minutes, ça m'a pris environ 4% de batterie, ce qui est un score plutôt correct. Donc voilà, le jour 2 s'est terminé plutôt de façon correcte, même si j'ai là encore dû recharger le téléphone en cours de route, et globalement j'ai pu avoir environ les mêmes performances pour le jour 3, alors que j'avais décidé de baisser la qualité de l'écran sur du simple HD, du 720p, et également de mettre l'écran juste sur du 60 Hz, mais voilà, ça n'a pas suffi pour augmenter l'autonomie, on était là aussi sur environ 6 heures d'écran allumé à la fin de la journée. Bon, du coup, de ces tests, il faut retenir 4 points. Le premier, c'est que dans une utilisation mixte 4G, Wi-Fi, vous allez tenir environ 6 heures d'écran allumé, et ça, c'est sans la 5G, parce que si vous utilisez une connectivité 5G, forcément, votre batterie va partir plus vite. Ensuite, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autonomie pourrait s'améliorer dans le temps via différentes mises à jour, mais pour l'instant, au niveau de l'autonomie, c'est pas top, et je préfère vous le dire. Et enfin, peu importe les réglages d'écran que vous effectuez, la batterie reste identique. Ça, il y a différentes vidéos sur YouTube qui l'attestent, mais du coup, QHD, Full HD ou HD, et enfin, adaptatif ou fixe à 60 Hz, on est globalement sur la même autonomie, donc autant ne pas se priver et laisser l'écran sur du QHD en écran fluide, ce sera le mieux, je pense. Enfin bref, vous l'avez compris, mais pour une batterie de 5000 mAh, on est quand même sur une autonomie assez faible qui vraiment fait partie de la moyenne basse des téléphones que j'ai l'occasion d'essayer. Nouveauté sur ce S22 Ultra, on est ici sur une recharge à 45 watts. Moi personnellement, j'utilise un chargeur GAN de 65 watts et ça marche plutôt très bien. La recharge se fait de 0 à 100% en environ 1 heure, j'ai même mesuré 58 minutes pour être précis. Et la recharge est également disponible en sans fil. On peut également recharger en sans fil inversé ces appareils, notamment ces appareils Samsung. Et au niveau de la recharge, on a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de limiter la recharge à 85%, ce qui permet bien de protéger la batterie au long cours. Mais je pense que vu l'autonomie assez faiblarde du téléphone, ces 15%, vous en aurez bien besoin. Bon allez maintenant, dernier point sur ce S22 Ultra, et quel point puisqu'on va parler globalement des 5 capteurs photo, puisque oui, sur ce téléphone on a bien 5 capteurs photo, et à la différence de nombreux constructeurs chinois, ici les 5 capteurs photo servent bien à quelque chose, et on a même des capteurs qui ont double utilité, c'est donc vraiment à contre-courant, des capteurs noir et blanc, macro ou encore de profondeur qui ne servent strictement à rien. Bon, au niveau de la photo, déjà on retrouve un capteur principal de 108 mégapixels qui propose vraiment de très bons clichés qui sont combinés dans des photos 12 mégapixels. On a également un mode de clarté qui permet d'intensifier le niveau de détail des photos, et ce mode marche plutôt bien, puisque quand on compare les deux photos, effectivement, sur le mode clarté, on peut zoomer beaucoup plus. On a également un capteur ultra wide de x0,6, alors qui est loin d'être le plus large, mais qui est toujours mieux qu'un x0,7, et là aussi les résultats sont aussi très bons, et surtout
on retrouve un capteur qui est doté d'un autofocus, ce qui débloque le mode macro en ultra-wide. On a également un zoom x3, qui pour moi est la bonne focale, là où x2, ça paraît un petit peu inutile, et x4, parfois un petit peu trop, et à côté, vraiment le truc énorme qu'on retrouve sur la gamme des S Ultra, eh bien c'est un zoom x10 avec une qualité qui reste toujours très satisfaisante, et ce zoom x10 nous permet de réaliser un zoom jusqu'à x30 qui vraiment est utilisable au quotidien, même pour les réseaux sociaux, et jusqu'à x100, mais là pour le coup le x100 c'est plus de l'utilitaire ou du voyeurisme. Le menu de ces S22 Ultra est là aussi très bon, je trouve même peut-être un petit peu plus pertinent que le menu des Pixel, puisqu'il vient un petit peu moins rajouter de luminosité dans la scène, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus fidèle à la réalité. On a également un mode portrait qui est très propre, il vient vraiment très bien découper le sujet, et on n'a pas vraiment d'erreur, ça c'est vraiment très impressionnant. De façade, ce Samsung Galaxy S22 Ultra est équipé avec une caméra de 40 mégapixels et je vous conseille vraiment d'utiliser ce mode 40 mégapixels parce que sinon, on se retrouve un petit peu avec une photo un peu délavée qui manque un petit peu de détails. Sinon, ce capteur est vraiment très bon et en plus Samsung le débride complètement puisqu'on a accès aussi à de la 4K 60 fps sur ce capteur. Et en plus, on a un petit peu toutes les fonctionnalités comme le mode nuit ou encore le mode portrait vidéo qui franchement marche plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de vidéo, on retrouve de la 4K à 60 fps sur tous les capteurs, à l'avant et donc même à l'arrière. On a une très bonne qualité de jour, même si je remarque quand même une netteté un petit peu trop artificielle. La faute surtout à mon avis au bitrate de la vidéo, puisque en 4K 60 fps, un S22 Ultra aura un bitrate environ 60% moins élevé qu'un Pixel 6 Pro. Et le plus drôle, c'est que 10 secondes en 8K sur ce S22 Ultra prend quasiment autant de place que 10 secondes en 4K sur le Pixel. Ce qui est donc la preuve que Google a débridé vraiment le bitrate de ces Pixel 6 qui permet d'avoir des vidéos beaucoup plus fournies en détail avec un petit peu moins d'artefacts à l'image, et c'est vrai que quand on compare deux vidéos, c'est un petit peu plus plaisant sur les Pixels où on se retrouve un petit peu plus avec la qualité d'un caméscope ou d'un bon compact, alors que sur ce S22 Ultra, on reste quand même sur une qualité vidéo de téléphone. Des arguments qu'on retrouve également de nuit ou en luminosité basse comme en intérieur, où je trouve les vidéos un petit peu trop sombres sur le Samsung, trop bouché, on a un peu trop de contraste, là où les iPhones et les Pixels font aussi largement mieux. Pour autant, on retrouve sur ce Samsung une stabilisation qui est efficace, même si elle n'est pas super agressive, et on a encore quelques petits tremblements qui perdurent. On a également la possibilité de switcher entre les différents capteurs, mais maximum en 4K 30 fps pendant que l'on enregistre. Et enfin, on a un très bon mode portrait, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également en vidéo avec un découpage aux petits oignons. C'est l'équivalent du mode cinématique sur l'iPhone, et pourtant je le trouve bien mieux géré chez Samsung, avec moins de flou, c'est mieux découpé et moins d'erreurs globalement dans l'image. Bon voilà, on arrive à la fin de ce test de ce S22 Ultra, le nouveau fleuron de Samsung pour l'année 2022, et je dois vous dire quand même, je vais vous l'avouer, je suis assez déçu de la prestation globale du téléphone. Au niveau du design, le téléphone, je le trouve vraiment parfait. J'adore tout ce qu'il propose, l'odomat, les capteurs, les tranches plates, etc., etc. Vraiment, ça me parle, l'écran est incroyable. J'aime beaucoup finalement le S Pen, j'aime beaucoup également la nouvelle recharge rapide qui permet de recharger son téléphone en 1 heure, c'est quand même plutôt appréciable. Mais malheureusement, que ce soit au niveau des performances qui sont vraiment utilisables au quotidien, on a des bonnes performances, etc. Mais bon, c'est comme d'hab, c'est un petit peu dommage de payer autant pour avoir des performances un petit peu en dessous du reste du monde. Que ce soit aussi au niveau de la batterie, qui franchement, pour 5000 mAh, là il doit y avoir un loup quelque part parce que je ne comprends pas. Et je vous le répète, j'espère vraiment que Samsung va venir réparer ça dans une mise à jour très prochainement. Et après, au niveau des capteurs, le téléphone est très bon pour de la photo. Pour de la vidéo, je suis un petit peu plus sceptique. Dans tous les cas, j'espère que ce test de ce S22 Ultra vous a plu et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce téléphone. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!